Bonjour cher professeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer la première séance des modules renforcement des acquis de base en sciences physiques. Et pour cette première séance, donc on va voir donc la structure de la matière et les transformations physico-chimiques. Alors dans cette première séance, on va connaître quels sont les différentes constituants de la matière, y compris les atomes, les molécules et les ions. Et puis on va différencier entre les transformations physiques et les transformations chimiques. Puis on va étudier quelques réactions chimiques, à savoir les réactions de combustion et les réactions de dissolution. Et finalement, donc on va donner quelques notions sur les solutions aqueuses et les mélanges. Alors vous savez bien, cher professeur, que dans notre univers, donc soit il est constitué de la matière, soit il est constitué par le rayonnement. La matière elle-même, elle est constituée par ce qu'on appelle les atomes, les molécules, les ions et bien évidemment d'autres particules élémentaires. Et le rayonnement, c'est pratiquement de la lumière. Nous, aujourd'hui, donc, on va focaliser notre attention uniquement sur la partie matière. Bien, donc, on va commencer par la structure des premiers constituants de la matière, c'est ce qu'on appelle l'atome. Vous savez bien que l'atome, c'est une particule indivisible et c'est celle qui constitue de la matière. Et bien évidemment, cet atome il est constitué par un noyau massif qui existe au centre de l'atome et autour duquel gravitent les électrons. En fait, plusieurs modèles ont été introduits dans le but de comprendre le comportement physique de l'atome. Et parmi ces modèles, le premier modèle, c'est le modèle classique, c'est le modèle de Bohr. En fait, ce modèle de Bohr, l'atome est constitué par un noyau, regardez avec moi ici. Donc, il est constitué par un noyau massif qui existe au centre de l'atome et autour duquel gravitent les électrons. Et les électrons gravitent donc sur des trajectoires qui sont bien déterminées. Et c'est un modèle qui est similaire à celui des modèles planétaires. C'est exactement donc le même cas de mouvement des planètes autour du Soleil. Mais malheureusement, donc ce modèle ne permet pas de refléter la réalité de l'atome, donc le comportement physique de l'atome. Et donc plusieurs modèles ont été introduits dans le but de comprendre ce comportement de l'atome. En fait, on ne peut pas donc déterminer la position et la vitesse de l'électron avec une grande exactitude. C'est pour cela qu'on a introduit un modèle mathématique, un nouveau modèle, c'est le modèle de Schrödinger. Donc c'est un modèle mathématique probabiliste basé sur le calcul de la probabilité de l'existence de l'électron dans un espace donné. Et pour ce modèle, on peut parler uniquement des nuages électroniques, c'est-à-dire l'espace où règnent les électrons. C'est-à-dire on peut calculer la probabilité de l'existence de l'électron. Donc pour le modèle de Schrödinger, l'atome est constitué par un noyau massif qui existe au centre et entouré par un nuage électronique. Est-ce que c'est clair? Donc c'est le modèle le plus probabiliste, le modèle beaucoup le plus physique, c'est le modèle de Schrödinger. Et maintenant, donc on va entamer les différentes constituants de l'atome et je vais commencer par le noyau. Alors vous savez bien que le noyau c'est massif, donc la grande masse de l'atome est située donc dans le noyau et le noyau existe au centre de l'atome et donc sa taille est beaucoup plus petite, donc son rayon il est 10 000 fois plus petit que celui de l'atome, donc je peux dire que l'atome c'est presque du vide, et le noyau il est constitué par des nucléons. Il y a ce qu'on appelle les protons et il y a ce qu'on appelle les neutrons. Donc je dis que le noyau il est constitué par des particules, ce qu'on appelle les nucléons, et ces nucléons sont donc deux types. Il y en a les protons et il y en a les neutrons. Donc bien évidemment le nombre des protons c'est désigné par Z, et les protons, ce sont des particules qui sont chargées positivement. Chaque proton, donc, il a une charge positive. C'est ce qu'on appelle la charge élémentaire. C'est désigné par E. Regardez avec moi, c'est E. Donc, c'est la charge élémentaire du proton. Et le nombre des neutrons, donc, c'est noté par grand N. Et vous savez bien que les neutrons, ce sont des particules qui sont neutres. Donc, ils ne possèdent aucune charge. Donc, de cet effet, je dis que le noyau il est chargé positivement. Pourquoi? Parce qu'il contient des protons qui sont chargés positivement. Et vous savez bien que le nombre de protons c'est Z. Et maintenant, quelle est donc la charge totale du noyau? Donc, c'est pratiquement Q égale à Z fois E. Donc, ça, c'est Q, donc c'est la charge des noyaux, qui est égale à Z, le nombre des protons, ce qu'on appelle le numéro atomique. D'accord? Multiplié par E. Avec E, c'est quoi? C'est la charge d'un seul proton, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire.
Est-ce que c'est clair? Donc, j'insiste beaucoup sur le numéro Z, c'est le nombre de protons, et c'est désigné par le numéro atomique, et c'est une grandeur physique qui caractérise l'atome. Très bien, on continue. Parmi les constituants de l'atome, il y en a les électrons, et vous savez bien que les électrons sont des particules infiniment petites qui gravitent autour du noyau dans un nuage électronique à une grande vitesse. Et l'électron, il est chargé négativement, donc il possède une charge opposée à celui des protons. Donc tout à l'heure on a dit que le proton il est chargé positivement avec une charge E, mais maintenant donc l'électron il est chargé négativement avec une charge moins E. Donc moins E qui est égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc c'est l'unité de mesure de la charge, c'est coulombs. D'accord? Et dans un atome on a le nombre des électrons est égal à celui du nombre des protons. Tout à l'heure on a dit que Z c'est le numéro atomique, c'est celui qui représente le nombre des protons, et aussi donc il représente le nombre des électrons. Et vous savez que chaque électron il est chargé négativement avec une charge moins E. Maintenant qui est la charge totale des électrons de l'atome, donc c'est moins Z fois E. Est-ce que c'est clair cette partie? Donc je récapitule un petit peu. Donc l'atome il est constitué donc d'un noyau autour desquels gravitent les électrons. Le noyau il est chargé positivement, il est constitué par ce qu'on appelle des nucléons, des neutrons et des protons. Les protons sont chargés positivement, les neutrons sont neutres. Et Cz, il désigne le nombre des protons, donc on aura aussi le même numéro des électrons. Et vous remarquez avec moi que la charge des protons est opposée à la charge des électrons. Donc ils sont opposés. Très bien, on continue. Donc maintenant on va entamer donc, le concept de l'électroneutralité de l'atome. Alors vous savez bien que le noyau il est chargé positivement. Donc il contient Z protons, donc la charge totale, regardez avec moi la charge totale des protons, donc c'est plus Z fois E, et la charge totale des électrons, donc c'est moins Z fois E, et quand vous sommez ces deux charges, vous obtenez donc 0, et de cet effet, je dis que l'atome il est neutre, donc la charge de l'atome est égale à 0. Alors pour mieux comprendre ce concept de l'électroneutralité de l'atome, on va donner quelques exemples, regardez avec moi. On a ici trois atomes, donc l'atome d'oxygène, l'atome de sodium et l'atome de chlore. Donc l'atome d'oxygène c'est noté par O, son symbole c'est O, le sodium c'est noté par Na et le chlore c'est noté par Cl. Alors pour l'atome d'oxygène, son numéro atomique donc c'est 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient 8 électrons et 8 protons. Et quelle est la charge du noyau? Donc c'est plus 8 fois E. Vous savez bien que chaque proton, donc sa charge c'est E. Donc la charge totale des protons c'est 8 fois E. Et quelle est la charge des électrons? C'est moins 8 fois E. Et quand vous sommez ces deux charges, plus 8E, plus moins 8 fois E, vous obtenez donc 0. Donc je dis dans ce cas que l'atome d'oxygène est électriquement neutre. Et la même chose pour l'atome de sodium. L'atome de sodium Na, il contient 11 protons et 11 électrons. Donc la charge des noyaux c'est plus 11 fois E. La charge des électrons c'est moins 11 fois E. Et quand vous sommez, donc la charge totale de l'atome c'est 0. Et la même chose pour l'atome du chlore. Très bien, maintenant on va passer au deuxième constituant de la matière. Il y a ce qu'on appelle les ions. Donc c'est quoi les ions? En fait, un ion, donc c'est un atome ou un groupement d'atomes qui sont liés entre eux. Et effectivement, ce groupement, il va perdre ou gagner un certain nombre d'électrons. Je répète la définition. Donc un ion, c'est quoi? C'est un atome ou un groupement d'atomes qui a perdu ou gagné un certain nombre d'électrons. Et là, je vais distinguer entre deux types d'ions. Donc, soit donc, le groupement d'atomes, soit il va gagner, soit il va perdre des électrons. Donc, c'est pour cela que je vais donc distinguer deux types d'ions. Donc, il y a ce qu'on appelle les cations et il y a ce qu'on appelle les anions. Et bien évidemment, les cations, ce sont donc les ions qui perdent les électrons, qui sont ici d'un groupement d'atomes qui perdent les électrons. Et les anions, ce sont donc des ions qui sont issus d'un groupement d'atomes qui gagne les électrons. Bien, donc le cation, c'est un ion positif. Il est issu d'un atome ou plusieurs groupements d'atomes qui a perdu un certain nombre d'électrons. Exemple, je peux prendre maintenant l'exemple de Cu2+. Alors Cu2+, c'est l'ion cuivre. D'accord? Le Ag+, c'est l'ion argent. Et l'ion H3O+, c'est ce qu'on appelle l'ion oxonium. Et cet ion, c'est celui qui est responsable aux propriétés acides des solutions. Alors là, donc, le cation Cu2+, donc, c'est un ion qui est issu d'un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons.
Et quand l'atome va perdre deux électrons, donc il va